L'exercice numéro 4, question à réponse précise. Donc la question 4, 1. Citer parmi les propositions A, B, C et D celles qui sont équivalentes, c'est-à-dire A à comparer avec B, à comparer avec C, à comparer avec D et ainsi de suite. La question 4.2, soit f la fonction définie par f de x, fonction deux fois dérivable sur l'intervalle moins 1, 1, et soit la fonction grand f de x qui est égale à f de sinus de t, définie sur moins pi sur 2, pi sur 2. Déterminer la dérivée seconde de f. La question 4.3, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1 moins x. Donc la question 4.1, citer parmi les propositions A, B, C, D, celles qui sont équivalentes. Donc la proposition A, c'est P implique Q, le tout implique R. Donc cette proposition signifie quoi? Signifie que si P plus Q est vrai, alors automatiquement R elle est vraie. Et la proposition la proposition C, si P implique Q implique R. C'est-à-dire que cela signifie que si P est vrai, alors Q implique R est vrai. Donc on en déduit donc que A et C sont équivalentes. Donc pour voir ceci, on va essayer de dresser un tableau ici de logique. Donc voici P, voici Q, voici R, voici non P, voici non Q, voici non R. Lorsqu'on dit P implique Q, cela signifie que c'est non P ou Q. P implique R, c'est-à-dire non P ou R. P implique Q, le tout implique R, c'est non de donc non de non P ou Q ou R. Et non de non P ou Q, c'est P et non Q ou R. Q implique R, c'est non Q ou R. P implique Q implique R, c'est non P ou non Q ou R, c'est-à-dire ça nous donne non P, O, Q et non R. Donc on a besoin pour montrer que A et C sont équivalents. Donc ici on a P implique Q implique R. Donc tout simplement il faut prendre P implique Q implique R, c'est-à-dire c'est non P implique Q ou R. On a déjà P implique Q, donc non de ceci avec le R. On va trouver que c'est faux, vrai. Ainsi, ici, on va trouver faux, vrai. Donc, elles sont les mêmes. Donc, on dit que cette expression-là, elle est équivalente à celle-là. C'est-à-dire, autrement dit, le A est équivalent à C. Donc, c'est tout simplement ça ce qu'on appelle la logique. Donc, vous avez déjà vu. Donc, il faut tout simplement essayer de voir et s'inspirer de les relations ici. Donc, pour les autres, ça ne marche pas. Donc, sauf tout simplement la proposition qui est vraie, c'est A qui est équivalence à C. Les autres ne sont pas équivalents. Donc, il faut tracer les tableaux et voir est-ce que les autres sont vrais ou bien n'est pas vrai. Du fait que, par exemple, P, A, ça c'est A, Q implique R, donc cela signifie que C, P et Q sont tous deux vrais. Donc, parce que A, c'est les deux doivent être vrais. Alors, R est vrai. Alors que la proposition P implique R et Q implique R, cela signifie que P implique R. Donc ça dit que si P est vrai, alors R est vrai. Et cela automatiquement doit donner que Q est vrai et R est vrai. C'est-à-dire les deux, cette proposition doit être vraie et celle-là doit être vraie. Donc ce ne sont pas les mêmes. Donc tout simplement, donc, ce qui est vrai, c'est A, elle est équivalente à C.
Donc ici, on a une fonction qui est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. Et on a la grande fonction f de t est égale à f de sinus de t. Donc définie sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on va calculer la dérivée ici. Donc ça, c'est une fonction qui est composée. Donc la dérivée d'une fonction composée, c'est la dérivée de la première qui multiplie la dérivée de la deuxième. Donc on va appliquer ici, donc parce qu'on veut dériver la dérivée seconde, c'est-à-dire on va dériver cette fonction deux fois. Donc la première dérivation, donc c'est celle-là, donc c'est-à-dire on va dériver, c'est-à-dire ça nous donne f' de sinus de t, et la dérivée de sinus de t, c'est cosinus de t. Donc la deuxième, donc seconde dérivée, c'est dériver cette expression ici. Donc la dérivée seconde, c'est la dérivée de cette expression ici. C'est-à-dire, on va trouver cette expression ici. Donc ça, c'est la dérivée, ça, cosinus de t. Donc ceci, ça nous donne f de, c'est pas, ça c'est faux. F seconde de t, ça parce que ça, c'est un variable ici, c'est un variable. Donc ça, c'est f seconde de sinus de t cosinus de t. Ça, c'est la variable qui multiplie cosinus de t. Ça, c'est pas une variable de f seconde ici. Moins, la dérivée ici, c'est f' de sinus, c'est f' de sinus de t, et ça, la dérivée, c'est un moins. Parce que donc, c'est un moins, c'est sinus de t. Donc ça, il y a des accolades ici. Donc c'est f seconde. Donc la dérivée seconde, c'est f seconde de cette variable qui multiplie cosinus de t, moins f' de cette variable qui multiplie sinus de t. La question 3, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression-là, donc ça c'est facile, vous le connaissez déjà, simplement il faut multiplier par ce qu'on appelle le conjugué. Donc ici on a le moins, on va le multiplier par 1 plus, et si de calcul on va trouver qu'il est égal à 1 demi, donc ça c'est facile, c'est pas... La question 4.4, on considère l'ensemble E formé par A, B, C, D, E, F, G. Donc petit a, déterminer le cardinal de l'ensemble P de E, des parties de E. La question B, soit A, qui renferme 4 éléments A, B, D, F, un sous-ensemble de E. Calculer le nombre d'applications de E dont A.
La question 4,5, soit la fonction définie sur 1 plus l'infini par g de x est égal à x plus 1 ln de x plus 1 moins x moins 1 ln de x moins 1. Donc calculer g' de x. Et la question 4,6, calculer l'intégrale de 2 à 3 de ln de x plus 1 sur x moins 1 d de x. Donc, on a un ensemble formé par 7 éléments. Donc, P de E, ce n'est rien d'autre que 2 à la puissance n. On est 7, donc ça, c'est 2 à la puissance 7, c'est 128. On a A, c'est un sous-espace de l'espace E, c'est-à-dire qu'il contient 4 éléments parmi les 7 éléments ici. Donc, chaque élément de E peut être envoyé vers l'un des 4 éléments de A. Donc, c'est-à-dire que le nombre total d'applications, c'est 4 à la puissance 7, c'est-à-dire égal à 16 384. Donc, on a la fonction ici qui est définie sur 1 plus infini. Donc, c'est tout simplement la dérivée, c'est tout simplement c'est la dérivée, dériver ça, multiplier par ça, puis prendre ça, multiplier par la dérivée, et ainsi de suite. Donc, c'est tout simplement des calculs. On va trouver qu'il est égal à ln de x plus 1 sur x moins 1. Avec x appartient à 1 plus l'infini. Donc, cette expression-là, on va l'utiliser ici. Donc, l'intégrale de 2 à 3, qui est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, cette intégrale, ce n'est rien d'autre que g de x entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Donc, c'est-à-dire cette expression-là entre 2 et 3, donc on va trouver qu'il est égal à 6 ln de 2 moins 3 ln de 3. La question 4,7 détermine l'ensemble f de i dans les cas suivants, c'est-à-dire petit a f de x est égal à 1 sur x carré moins 1, et i égale à 0,1. F de x est égal à sinus de x, et i est égal à 0 pi. Donc, quelle est l'image de i par la fonction f? La question 4,8, soit a, le point de coordonnées 1, moins 2, et d, la droite d'équation 3x plus 4y moins 1 égale à 0. Donc, calculer la distance de a à la droite d. La question 4,9, calculer la partie réelle et imaginaire du complexe 1 plus i racine de 3 à la puissance 9. Et la dernière question, c'est-à-dire question 4,10, au fond d'un puits de 12 mètres se trouve un escargot. Pendant la journée, il grimpe de 3 mètres, mais chaque nuit, il glisse de 2 mètres. Il commence son ascension le 1er juin à 8 heures. Quel jour et quelle heure sortira-t-il du puits?
Donc, déterminer l'ensemble f de i dans les cas suivants. On a l'intervalle i, donc f' de x, donc on va dériver cette fonction-là. On va trouver qu'elle est négative sur l'intervalle 0,1. Donc, f de i, puisque ça, elle est décroissante, donc f de i, c'est l'image de l'inverse ici. C'est-à-dire, limite quand x tend vers 1 moins de cette expression-là, et limite quand x tend vers 0 plus de cette expression-là. Donc, ceci nous donne moins l'infini moins 1. Concernant la fonction f de x est égale à sinus de x sur l'intervalle 0pi. Donc, la dérivée, ça nous donne cosinus de x. Puisque i appartient à 0pi, donc on a deux intervalles. Sur l'intervalle 0pi sur 2, cos, elle est positive. Donc, la fonction, elle est croissante. Et sur pi sur 2, pi, la fonction, elle est décroissante. D'où f de i, c'est limite quand x tend vers 0 plus de sinus de x, et limite quand x tend vers pi sur 2 en moins pour la première, de sinus de x. Puisque ça, elle est positive. Donc ça, elle est croissante. Dans cet intervalle ici, on a f de i égale à 0 et 1. Et dans l'autre, c'est-à-dire dans pi sur 2 et pi, ça, elle est négative. Donc, c'est-à-dire que la limite, c'est limite quand x tend vers moins pi et moins pi sur 2. Donc, on va trouver encore 0 et 1. Donc, f de i, elle est égale à 0, 1. Donc, soit A, le point de coordonnées 1, moins 2, et D, la droite d'équation cartésienne 3x plus 4y moins 1 égale à 0. Donc, on peut calculer la distance de A à D. Donc, la distance, elle est donnée par cette relation ici. Donc, ça c'est facile puisque le A, c'est le 3 et le B, c'est le 4. Et x1, c'est 1 et y1, c'est moins 2. Donc, on remplace ici, on va trouver qu'il est égal à 6 sur 5. Donc, on a 1 plus i racine de 3. Donc, 1 plus i racine de 3, ça s'écrit 2 facteurs de 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. Ceci, est le module C2 et l'argument, c'est pi sur 3. Donc, si on va enlever ça à la puissance 9, c'est-à-dire enlever ça à la puissance 9. Enlever ça à la puissance 9, c'est 2 à la puissance 9, et ici, c'est 9 qui multiplie pi sur 3. Donc, ça nous donne 2 à la puissance 9, ça c'est 3pi. C'est-à-dire égal à 2 à la puissance 9 cosinus de 3pi plus i sinus de 3pi. Cosinus de 3pi, c'est moins 1. Sinus de 3pi, c'est 0. C'est-à-dire est égal à moins 2 à la puissance 9, qui est égal à moins 512 plus 0i. Donc, la partie réelle, c'est moins 512, et la partie imaginaire, c'est 0. La dernière question, donc on a un escargot dans un puits. Elle monte et elle descend. Donc, il grimpe de 3 la journée et elle descend de 2 mètres la nuit. Donc, elle commence son ascension le 1er juin à 8 heures. Donc, ce qu'on veut, c'est quel jour et quelle heure sortira-t-il du puits. Donc, l'escargot, il fait des cycles. C'est-à-dire, elle monte, puis elle descend, puis elle monte, elle descend, ainsi de suite. Donc, le cycle jour-nuit correspond à une progression nette. Donc, c'est-à-dire, elle monte de 3 et elle descend de 2, c'est-à-dire 1 mètre. Donc, après 9 cycles complets, l'escargot aura grimpé de 9, qui multiplie 1 mètre, c'est-à-dire 9 mètres. Pendant 9 jours, elle décrit 9 mètres. Donc, le 10e jour, l'escargot grimpera de 3 mètres et atteint donc 9 mètres plus 3 mètres, ça fait 12 mètres. Donc, si il a 12 mètres, elle va sortir du puits avant de glisser. Donc, 12 mètres parce qu'on a compté tout simplement qu'elle monte, mais on n'a pas compté le glissement.
Donc, le 1er juin à 8 heures, après 9 jours complets, c'est-à-dire soit le 10e jour, l'escargot sortira au début du 10e jour. Donc, le début du 10e jour, elle va sortir. Donc, l'escargot sortira du puits. Donc, le 10 juin à 8 heures, l'escargot sortira du puits, c'est-à-dire avant la nuit pour ne pas être glissé, car le puits est là, un profond égal à 12 mètres. Donc ici, elle arrive à 12 mètres. Donc puisque ça, c'est la journée. Donc pendant 8 heures, c'est la journée. Donc c'est-à-dire que elle ne peut pas glisser, parce que si elle vient la nuit, elle va glisser de 2 mètres. Et la distance sera 10 mètres. Donc elle sortira le 10 juin à 8 heures. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.